Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des illusions. Je m'appelle Vince et aujourd'hui je suis en compagnie du champion de la FISM 2022, mesdames et messieurs. Bonjour Marcobi, comment vas-tu? Bonjour aussi, content de te revoir. Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, super, merci. Effectivement, ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Écoute, je suis ravi de t'inviter aujourd'hui dans le podcast. Quel meilleur moment que d'être sacré champion du monde de cartomagie. On va revenir là-dessus dans quelques instants, mais cet épisode d'aujourd'hui va se faire plus ou moins en deux parties. Comme vous le savez, j'aime bien m'attarder un peu sur l'histoire des gens, leur background et ce qui fait qu'ils sont ici de cette manière aujourd'hui. Donc, si Marcobi, tu veux bien nous faire une petite présentation de qui tu es et puis ton parcours magique. Je m'appelle Marc Bittard, ça c'est mon vrai nom et prénom pour ceux qui me connaissent personnellement. J'ai 28 ans aujourd'hui. Aujourd'hui même? Non, j'ai 28 ans. À D'accord. l'heure où je te parle, j'ai 28 ans. Mais c'est pas mon anniversaire. Donc, quoique, ça aurait pu être marrant. Les gens auraient eu un petit peu plus d'empathie pendant l'interview. Non, en vrai, voilà. Du coup, mon parcours, c'est un parcours classique. Tu m'as demandé le parcours magique, là, ou le parcours Ouais, général? bah écoute, parcours général et puis après on va faire la partie magie. Écoute, j'ai eu un parcours scolaire traditionnel. Primaire, maternelle, collège. Après, j'ai fait une seconde générale, un bac scientifique, une licence en biologie. Après avoir obtenu ma licence, j'ai switché vers la magie. Ok. Et je suis devenu magicien par la suite. D'accord. Et du coup, dans ton parcours magique, effectivement, bon, champion du monde de cartomagie, bah, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à poser, mais tu t'es toujours exclusivement concentré sur les cartes ou il y a d'autres choses dans ton répertoire? Il y a d'autres choses dans mon répertoire. Je me suis toujours exclusivement centré vers la magie. Ce qui m'intéressait, c'est l'émotion magique. Depuis que, depuis que je me lance là-dedans, il se trouve que c'est les cartes qui m'ont bien guidé dès le départ à la communiquer, mais de n'importe quelle manière que je pouvais la communiquer, ça m'intéressait, quoi. Après, on sait aujourd'hui que le jeu de cartes, c'est là où il y a le plus de possibilités mathématiquement, tout simplement en nombre d'ouvertures possibles, quoi, en termes d'effets, en termes de nombre d'effets. Maintenant, voilà, si je pouvais faire un truc avec une pomme et une orange, je le faisais. Si, quand il y avait des trucs avec un stylo, je les faisais. Et aujourd'hui, j'utilise tout ce qui m'entoure pour communiquer cette magie. Mais honnêtement, c'est quand même le jeu de cartes qui m'accompagne le plus souvent, bien que je l'agrémente, voilà, je l'agrémente avec ce que je peux. Et puis des fois, ça m'arrive d'arriver vers des gens et j'ai pas de carte et j'ai rien du tout même et je me débrouille avec ce qu'il y a sur la table quoi. Donc voilà, c'est la magie en général qui m'intéresse. Mais bon, les cartes, c'est quand même le meilleur feeling. Ok. Et du coup, comment la magie est arrivée à toi? Est-ce que c'est le chemin classique du coffret de magie de l'enfance ou c'est une autre manière? Il a existé le coffret. Quand on était petit avec mon frère, on avait reçu les cassettes de Sylvain Mirou. C'était sympa. Et il se trouve que c'est pas ça qui a vraiment fait que j'ai commencé. Il y a plusieurs réponses à cette étape. Quand j'étais petit, tu sais, je suis d'origine syrienne et libanaise, moitié-moitié. Et on allait souvent au Liban, donc il y avait une plage au Liban où mon cousin m'avait appris les tours. Les 7-8 ans, il m'avait appris à peu près deux tours. 7-8 ans, j'ai appris ces deux tours et pendant une dizaine d'années, dès que j'avais l'occasion, je les faisais. Et puis, à force de les faire, je les modifiais un petit peu, etc. Il y avait aussi eu les cassettes de Sylvain Mirou, mais bon, c'était pas trop le dada, mais il y avait genre un truc ou deux dedans que j'aimais bien refaire. Il y avait un truc avec où tu faisais tenir six cartes avec une allumette, des trucs comme ça, j'aimais bien le faire. Mais j'ai vraiment commencé vers 18 ans, 18-19 ans, j'étais en première année de bio, et je suis tombé sur, bon, j'ai plus trop honte de le dire, j'ai jamais eu honte de le dire, mais c'est, je faisais gaffe à qui je le disais avant. C'était avec Magie Gratuit, la chaîne que j'avais commencé pour de vrai, quoi, parce que je savais qu'il y avait un jeu, je savais qu'il y avait deux jeux bicycle dans le bureau de mes parents, et parce qu'il y avait un magicien qui leur avait dédicacé un jeu lors d'un congrès, son médecin. Et du coup, ben, j'ai vu des bicycles dans la vidéo, je savais qu'il y en avait, je me suis lancé, je les ai pris, et à partir de cette vidéo-là, ça a été le truc où il n'y a plus jamais eu d'arrêt. Voilà, dès le premier jour où j'ai vu cette vidéo, après j'ai continué le lendemain, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ok.
Donc, ok, merci pour ton parcours. Donc, on va forcément arriver très rapidement au concours de l'AFISM. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet-là, parce que j'ai quelques questions, c'est un concours mondialement reconnu, c'est peut-être l'un des plus grands. Avant d'arriver à l'AFISM, est-ce que tu as fait d'autres concours ou est-ce que c'était un objectif ultime avec d'autres concours avant ou pas? Comment est-ce que ça s'est passé dans toi, encore une fois, dans ton histoire, dans ton chemin magique? C'est quand même aussi particulier de vouloir faire des concours. Moi, j'aimerais bien comprendre un peu ce truc-là et ce que tu as fait avant, quoi. Ok. Donc, parmi les plusieurs réponses que je t'ai données, on peut dire que mon vrai début, c'était à 18 ans. Voilà, il y a eu un pseudo-début à 7-8 ans, mais je savais pas que je deviendrais magicien. Le vrai début, c'était 18 ans. Mais dans toute ma vie, j'ai aimé la compétition avant la magie. Ça veut dire que je l'ai aimé à travers le sport, je l'ai aimé à travers l'art, c'est les concours de dessin en CM1, CM2. Je faisais de l'athlétisme et d'autres sports aussi, et j'aimais bien la compétition vraiment depuis très longtemps. Du coup, je dirais pas que la FISM, ça a été le prolongement du parcours magique, ça a vraiment été le prolongement du parcours de vie tout entier. Vraiment, toujours, quoi. Les ballons prisonniers, dès le départ. Enfin, j'ai vraiment toujours aimé ça. Maintenant, dans la magie, j'ai fait, on va dire, si on met à côté les concours vidéo et les trucs comme ça, ou qui envoient la meilleure vidéo, j'ai fait 7 concours en magie. Euh, et au début, c'était pas un objectif dans le sens où, tu sais, c'est pas un truc que tu imagines atteignable au départ. Mm. Voilà, à partir du moment où j'ai commencé à faire le championnat de France, c'est un peu l'objectif lointain. Tu te dis peut-être dans 10, 15, 20 ans, peut-être que je serai là-dedans. Bon, après, ça arrivait plus vite que prévu, mais concrètement, il y a eu 7 concours ce parcours concours magique a commencé en 2017. Ok. Et dans les concours que tu as fait, tu m'as dit il y a les championnats de France. Et donc, si j'ai bien compris, il n'y a eu que les championnats de France. Et après, tu es passé directement à la FISM. Pas le temps de niaiser, quoi. Pas vraiment. Il y a eu, mon premier concours, c'était sur un bateau. C'était Ok. Challenge de Close-Up Bernard Ambray, ça s'appelait comme ça. Et bon, mais du coup, c'est une belle histoire parce que le premier concours que j'ai fait en 2017, il y avait le président de la FISM présent. C'était le président du jury. T'avais Francis Tabary, t'avais Louis Solmedo, t'avais Jean Merlin. Il y en a un, c'était un grand honneur de le rencontrer. T'avais Henri Mayol et deux, trois autres mecs dans le jury. Et moi, quand j'ai vu président de la FISM, je me disais, tu sais, c'était une petite somme, mais c'était le truc où je me disais, les gens, ils vont pas s'inscrire puisque c'est cher et voilà. Du coup, je me suis inscrit. On s'est retrouvés, on était deux à faire le concours. Moi et un Coréen qui s'appelle toujours Kim d'ailleurs, très très bon. Et on a fait le concours. Il est arrivé premier prix, je suis arrivé deuxième prix. On était jugés par ces mecs-là. Et le président de la FISM, bah, j'ai eu l'occasion de lui parler à ce moment-là. Il m'avait dit, un jour tu pourras la faire, mais il faut bosser, quoi. Ensuite, j'ai fait d'autres concours. J'ai fait le close-up d'or, qui était organisé par Chris Carroll. C'était un concours en condition close-up, table en table. Je l'ai fait 2 fois, ce truc-là. J'ai aussi fait un concours à Annecy. Je te dis, hein, il y en a que 7, donc le bateau, 2 fois close-up d'or. J'ai fait un concours à Annecy, 2 championnats de France et la FISM, ça fait 7. Ok. Et du coup, on y est. Cool. Génial. Donc, on arrive à la FISM et j'ai beaucoup de questions puisque moi, c'est un domaine que je connais pas du tout. Donc, je voudrais savoir, donc déjà, si je me trompe pas, ça s'est passé au Canada, à Québec, cette année, c'est ça? Ah, pas du tout. Non, je déconne. D'accord. Oui, oui, c'était au Canada. C'était à Québec. Ok. C'était à Québec. Déjà, première chose, quand toi, tu décides de participer à la FISM, quelles sont les conditions? Est-ce que tu payes ton voyage? Est-ce que le voyage est payé? Comment est-ce que ça se passe, ça? Pas très compliqué. Tu payes absolument tout. Tout de ta part. Ok, bon à Ouais. savoir. Donc, ça veut dire que tu payes ton billet d'avion aller-retour. Tu payes aussi ton hébergement, ça veut dire? Tu payes tout. Ok, tu payes tes frais de bouche, tu payes tout. Ok, donc déjà, Ça. faut quand même poser un peu ses couilles sur la table pour se dire. Après, l'expérience reste quand même hyper sympa, j'imagine, Ouais. même si tu gagnes pas, tu te dis que tu vis un truc hyper sympa. Mais ouais, faut quand même être assez motivé finalement pour se dire que ça va te coûter de l'argent, effectivement, de participer à ce concours, quoi. Il Ok. faut vraiment vouloir. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vouloir parce que, effectivement, enfin, c'est un coût conséquent et si t'as pas des bonnes raisons de vouloir le faire, bah, t'y vas pas, quoi. Hmm. Comment ça s'est passé cette préparation
pour le show que tu as présenté? Est-ce que tu avais des consultants? Est-ce que tu as eu donc des consultants, j'entends par là des gens qui t'ont donné des idées, qui t'ont apporté des choses nouvelles qui sont différentes de ta fonction de pensée? Est-ce que tu as eu des partenaires, des gens avec qui tu échanges, mais qui sont là pour te dire, OK, ce truc que tu fais, ça j'aime bien. Est-ce qu'on peut juste le modifier, mais ça reste toi, c'est ton idée à toi, c'est ton truc. Comment ça se passe cette préparation? Je commençais par te répondre que ça se passe, je pense, différemment selon chacun. Maintenant, je fais partie de l'équipe de France depuis 2018. Du coup, l'équipe de France, c'est un peu le socle sur lequel on est toujours durant toute cette préparation. Le but ultime de l'équipe de France, c'est finalement, c'est qu'il y ait un champion du monde. Je pense que c'est ça, puisque on se prépare pour les concours. Du coup, l'équipe de France, c'est tout au long des années, j'allais dire de l'année, puisque là, c'est l'année de la FIS. Du coup, on fait plusieurs stages, et là, ben, systématiquement, tu as une équipe qui est toujours au courant de ton numéro, de son évolution, etc. Donc ça, c'est cool. Il y a les coachs et il y a les membres. Bon, on est tous égaux. Enfin, je veux dire, tout le monde est coach entre guillemets, mais bon, c'est quand même dans les mots, il y a les coachs et les membres. Et ça, c'est cool. Donc ça, c'est vraiment la famille entre guillemets de ta préparation. Maintenant, j'ai systématiquement discuté avec vraiment beaucoup de gens, vraiment beaucoup, beaucoup. Je pense que si on vraiment totalise plus d'une centaine, j'étais systématiquement en visio, comme maintenant, en train d'appeler des magiciens, des potes, soit des magiciens que justement je connaissais moins et que je souhaitais appeler pour ça. Il y a des magiciens que j'appelais pour leur expérience, d'autres pour leur connaissance, et puis aussi des gens qui n'étaient pas magiciens. Vraiment, des fois, il y a des gens qui étaient bons dans un domaine, style quelqu'un qui s'y connaît en PNL, j'en sais rien, ou des coachs sportifs, ou peu importe. Et vraiment, j'étais tout le temps, il y a plusieurs types de préparation. Il y en a qui vraiment veulent se préparer tout seuls. Moi, j'étais systématiquement en train de brainstormer, mais c'est pas trop des gens qui me donnaient des idées, c'est plutôt moi qui leur montrais mes idées et j'ajustais. Ou alors je demandais c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça. La plupart des fois où les gens me donnaient des idées, je les prenais pas parce que quand t'as un personnage défini, quand t'as un truc défini, souvent les gens, et je suis le premier à faire ça, hein, quand je donne des idées à quelqu'un qui a un personnage, souvent elles sont pas bonnes. Bon, ça matche pas, mais du coup c'est plutôt pour ajuster. Ok. Ouais, effectivement, comme tu disais, l'une des plus grandes difficultés quand on demande conseil à quelqu'un, c'est que souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même très souvent que la personne a du mal à se transposer dans ce que toi tu es et ce que toi tu veux transmettre et de la manière dont tu veux le transmettre. Souvent, quand tu demandes conseil à quelqu'un, il va te donner son avis subjectif. Oui, moi j'aurais fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça. Et c'est là où je pense que justement un bon consultant, il est capable de se mettre complètement à ta place et de créer quelque chose qui te convient à toi et pas qui lui convient à lui, quoi. Donc c'est vrai que c'est une difficulté en général. Je comprends le propos. OK. Donc ça, c'est toute la préparation. Donc beaucoup d'échanges avec d'autres magiciens ou d'autres personnes qui pouvaient t'apporter quelque chose dans ton numéro, dont les gens de l'équipe de France. Donc finalement, on pourrait aussi dire que peut-être cette victoire, elle est tienne et elle est aussi partagée avec tous les gens qui ont pu t'épauler sur la création de ce numéro. Ouais, et franchement, enfin, je n'aurais pas eu cette victoire sans ça. Donc, c'est plutôt une espèce de calibrage, quoi. Enfin, je sais pas si ça se dit calibrage. Voilà, je me calibrais systématiquement. J'ai peur hein, que si ce mot existe. Ça existe calibrage? Je Ouais, je ne sais plus. répondrai pas à cette question, je ne sais pas. Mais oui, Ok. calibrage, le Bon. mot calibrage existe, oui. Ok. Eh ben, écoute, je me calibrais toujours. C'est plutôt, j'ai donné une image il y a quelques jours. Il y a un gars qui m'a demandé quelle était l'importance. Il m'a demandé, pour toi, c'est combien l'importance de ces aides que tu as eues? Et je lui ai dit, imagine, tu es en vélo dans la forêt et c'est toi, hein, c'est ton vélo, c'est ton terrain et il fait tout noir. Et imagine qu'il y a des lampes je sais pas, tous les 400 mètres. En fait, c'est pas les lampes qui font que tu roules, c'est pas les lampes qui font comment tu te démerdes sur ton vélo. Mais s'il y a pas les lampes, tu fonces dans les buissons, tu fonces dans les arbres, tu te perds, quoi. Et du coup, forcément, c'est toi qui guides ton truc. Enfin, en tout cas, dans ma préparation, bah, je guidais toujours mon truc. C'est pas les gens qui m'indiquaient le chemin, mais c'est les gens qui me l'éclairaient, ou c'est moi qui leur demandais de m'éclairer le chemin. Et sans eux, ouais. Sans l'équipe de France, sans tout le monde, c'est pas uniquement l'équipe de France. J'ai des amis qui ne sont pas du tout magiciens
Et d'ailleurs, c'est important de demander aux pas magiciens parce que souvent les magiciens, des fois ceux qui ont les conseils les plus pourris parce que ils perdent tout recul des fois. Faut aussi demander à l'humain en fait parce que la magie c'est de l'humain pour commencer. Et du coup, bah, c'est important de demander aux humains ce qu'ils en pensent, quoi. Mhm. Surtout aussi, je trouve que enfin, le numéro que tu as présenté a plein de particularités différentes. Mais il y en a une sur laquelle je veux appuyer, c'est que autant pour bluffer les juges de l'afisme, il faut être technique, il faut montrer des choses que t'as pas vues, qu'ils n'ont pas vues, qui sont surprenantes, ou la manière de les faire par le personnage ou le récit. Donc c'est tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu, mais surtout ton numéro, il est tout à fait appréciable autant par des magiciens que par des non-magiciens. Et moi, je trouve que ça en fait une prouesse parce que il y a des fois, quand on regarde des numéros de gens qui gagnent des prix, ouais, bah, t'es pas magicien, les gens vont pas voir la plus-value par rapport à un autre numéro. Ils vont dire, bah ouais, il a retrouvé ma carte ou il a fait apparaître des cartes, mais j'en ai vu plein, tu vois. Et je trouve que ce mélange de je dois bluffer les juges et en même temps, je fais plaisir au public. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez difficile. Et pour le coup, je trouve que c'est bien joué puisqu'on le ressent bien dans ton spectacle, puisque je l'ai montré à des gens qui sont pas magiciens et qui m'ont dit, ah ouais, le gars est fort quand même. Et je trouve que c'est un bon truc. Je trouve que c'est un bon truc. Euh, le jour J, moi, j'ai envie d'avoir quelques informations sur comment ça se passe ce jour J, mais surtout sur ton ressenti à toi. Ce numéro, combien de fois est-ce que tu l'as répété? Est-ce que tu as ressenti du stress quand tu savais que c'était le moment de le jouer et que peut-être il y avait des portes de sortie qui pouvaient ne pas t'arranger dans la présentation de ton numéro? Le stress, il, il ne m'a jamais quitté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. Donc, jusqu'au moment où j'ai terminé le numéro, il y a toujours eu du stress. Par contre, je me suis beaucoup préparé pour le gérer. Et si tu veux, j'ai fait un mix de tous les échecs de ma vie et de ceux des autres, parce que du coup, c'est bien de regarder ce que les autres font, mais dans tout domaine confondu, enfin, toute ma vie sportive, toute ma vie artistique. Tu sais, t'analyses un peu, tu regardes les Jeux Olympiques, les concours des autres, les merdes qui sont arrivées aux autres, puis les tiennes, puis ça fait quand même pas mal au bout enfin, tout ce que j'ai vécu avant, donc ça fait pas mal de trucs à analyser. Et je suis parti sur une espèce de leitmotiv qui était de pas faire d'erreur. Pas faire d'erreur et avoir aucun regret. Ça commençait par ne faire aucune erreur aussi dans la gestion du stress. J'avais défini le fait que le stress me quitterait jamais. Si tu le sais à l'avance, ça aide beaucoup ça. Parce que si tu le sais pas, tu vas encore être stressé le jour J, tu vas te dire, ah, je suis pas bien. Par contre, si c'est dans ton plan, je serai stressé le jour J, c'est pas grave. Faut avoir éliminé la part gérable, tu vois. Il y a une part gérable, il y a une partie qui ne l'est pas. Et donc voilà, j'avais fait tout ce que je pouvais sur la part gérable et la part ingérable, elle était là. Et cette part, elle sert à te rendre meilleur, elle sert à alimenter. Parce que le stress, au bout d'un moment, c'est aussi ce truc-là qui va faire que tu as l'adrénaline qui va te rendre meilleur le jour J que d'habitude. Du coup, c'était bien. C'est quand même un stress sans lequel tu fais pas grand-chose. Si t'as pas ce stress-là, tu peux aussi te merder parce que tu vas aller en dessous de tes capacités. Bon, je l'ai géré comme je pouvais, je l'ai géré au mieux, mais vraiment, il m'a jamais quitté. Et il y avait effectivement plusieurs portes de sortie. Mais donc, en même temps que j'ai travaillé ce stress qui n'est jamais parti, j'avais aussi travaillé d'une certaine manière la confiance. Et un de ces travaux sur la confiance, sur les portes de sortie de mon numéro où ça pouvait merder, c'était de se dire, ça va se passer bien, ça va pas se merder. Il y a des trucs où j'ai pas prévu de plan B. J'en avais prévu, je me suis dit, c'est la fisc, il se passe quoi si je rate? Et je m'étais dit, écoute, ça rate jamais en vrai, pourquoi ça arrête pas là? Faut pas commencer une des qualités à avoir, c'est aussi si un truc tu le réussis toujours en vrai et que tu commences à te dire, et si ça merde, c'est intégrer un manque de confiance dont t'as pas besoin, tu vois. Si ça réussit toujours, vas-y, quoi. Ok, C'est aussi une mentalité à avoir, ça. cool. Les deux personnes qui sont avec toi sur scène sont des magiciens ou des non-magiciens? Alors, il y a 4 spectateurs. C'était ma condition. Chacun me propose ses conditions. Moi, c'était qu'il y ait 4 spectateurs. C'est des magiciens qui sont pris de la salle. Ou alors peut-être des femmes de magiciens. Je crois qu'elle n'était pas magicienne, celle qui était devant moi. Enfin, c'est des gens qui sont inscrits à la FISM random, quoi. D'accord. Donc en général, à la FISM, c'est des magiciens. Hmm.
ou magiciennes. Je dis magicien parce que la grande majorité, c'est quand même des mecs, même si ça changera au fil des années. Mais du coup, moi, j'ai demandé mixte. Je voulais que ce soit 2 femmes et 2 hommes pour qu'il n'y ait pas une espèce de prédominance masculine. C'est pas super cool. Et du coup, c'est ce que j'ai demandé. Ouais, dans le cadrage, j'avais même pas remarqué qu'ils étaient 4 personnes. J'ai l'impression qu'il y Oui, avait deux et spectateurs. Ouais. autant pour moi, ça c'est le problème de la vidéo. Et on le voit pas effectivement. J'en veux un petit peu au caméraman de pas avoir mis. Enfin, voilà, bon après c'est comme ça, hein, c'est la vie. Oui. Mais Ouais. il y avait 4 spectateurs et c'était pareil au championnat de France. Enfin, dans mon numéro, c'était comme ça. Pour que Hmm. ça soit, je voulais que ça soit une vraie condition de, bon, même si c'était un numéro de concours, donc je l'ai pas du tout amené comme si je fais du close-up table en table et tout, mais je voulais que ça soit quand même du terrain. Voilà, comme toi, tu as l'habitude d'en faire, comme nos collègues, ils ont l'habitude d'en faire, je voulais que ce soit du vrai terrain. Ok, cool. Maintenant, on arrive au moment fatidique, révélation finale. La carte choisie par la spectatrice, c'est la bonne. Génial. Tu dois ressentir à un moment quand même de plaisir interne assez important, de te dire, ouais, on est quand même bien parti. Est-ce que à ce moment-là, déjà, toi, tu te dis, franchement, c'est sûr que j'ai gagné, ou est-ce que le résultat, il est immédiatement après? Oui. Combien de temps ça se passe avant que tu te dis, qu'on te dise, Marc-Obi, c'est vous qui avez gagné, quoi. Alors, déjà, je vais te montrer un truc, là, c'est pour ça que je suis en train de trifouiller. C'est que l'image de fin, tu sais, j'avais mon cahier qui m'a accompagné pour ma préparation, et l'image de fin, c'était celle-là. Je sais pas si on la voit. On la voit pas bien. Il y a un Je petit l'avais, reflet, ouais. bon, c'était un moment que j'avais défini, quoi. C'était vraiment, tout le numéro était construit pour arriver à ce moment-là. Donc, c'était en termes de préparation mentale, quand je visualisais, quand je faisais des marches dans la nature ou des trucs comme ça, c'était cette image qui me guidait. Tu sais, des fois, on vise un horizon, et moi, c'était celui-là pour ce numéro. À ce moment-là, il fallait que ce soit le moment où ça soit l'explosion. Donc, quand il y a eu la standing ovation, bon, moi, j'ai ressenti l'ovation, mais je savais pas qu'ils étaient debout parce que tu sais, alors déjà, t'es dans ton truc et en plus, bah, tu t'en doutes un peu, mais bon, après, c'est les gens qui te disent et tu vois sur les vidéos. Donc là, c'était formidable. C'était le truc, le bonheur absolu, quoi. Mais c'est tellement de bonheur que c'est un peu surréaliste sur le coup. Alors, tu te dis pas, j'ai gagné parce que t'as pas tout le monde qui est passé, mais tu te dis, j'arriverai pas 10e, quoi. À ce moment-là, tu sais que tu as fait un truc bien. Donc, ça, c'est, à ce moment-là, la plus grande sensation, c'est j'ai fini. J'ai plus besoin de le faire. Maintenant, les dés sont jetés et c'est entre les mains du destin, tout simplement. T'as fini, quoi. Ta part de taf, tu l'as fait. Ok, chouette. Donc, à un moment, on te dit Marc-Obi, champion du monde de cartomagie, on te donne la coupe. J'imagine que c'est très chouette à vivre. La question que je voulais me poser, c'est qu'est-ce qui se passe à partir de là? Quand je parle toujours de l'événement, toujours quand tu es sur place, on te remet la coupe, on fait les photos, etc. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Quel est le planning? Alors, déjà, c'est vrai que j'ai oublié de te répondre à la question précédente. C'est 3 jours après que j'ai eu les résultats. Je suis passé le 27 et je les ai eu le 30. D'accord. Euh, on t'annonce par un mail la veille des résultats. On te dit demain, il faudra que tu rejoues. Quand tu as gagné, tu rejoues. Donc, tu sais que tu as gagné. Au moment où tu reçois la coupe, tu sais déjà que tu as gagné. Ok. Tu le sais depuis la veille et par mail. Donc, à partir de ce moment-là, la vraie réponse que je peux te donner, c'est que je sais pas encore. Tu sais, c'est encore tout frais et ça fait quoi? Ça fait un mois, ça fait 2 mois. Je sais pas encore qu'est-ce qui se passe. Mais de manière un petit peu plus floue, bah, il y a des gens qui te parlent, qui te parlaient pas avant, des propositions qui te sont faites, des choses bah, qui te montrent que tu as gagné et que tu vas être sollicité sur des trucs où tu n'aurais pas été sollicité avant, quoi. Principalement, c'est ça. Je résumerai pas mieux que ça, je pense. Ok, donc ça ouvre d'un seul coup de nouvelles portes et ça réouvre des anciennes. Et regarde, c'est tout simple, hein, c'est tout comme nous. Hein, ça fait quelques années que je t'ai pas vu, même si je suis ton travail de loin. Effectivement, c'était évidemment l'occasion de pouvoir partager ensemble sur cet événement. Donc, effectivement, oui, c'est de fait.
ça va t'ouvrir plein d'opportunités, quoi. En plus du fait que pour tes prestations, c'est aussi un super argument d'autorité. Donc, ça va peut-être même encore plus transformer, peut-être encore plus de demandes et de choses comme ça. Donc, quels sont les projets maintenant? Parce que une fois que tu as la FISM, tu vois, c'est un peu, c'est le soleil, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel concours il va y avoir derrière? Comment est-ce que tu vois la chose? Et ouais, qu'est-ce qui passe pour toi? Qu'est-ce que tu as envie? Quelles sont tes envies maintenant dans tes prochains projets? Alors le soleil, c'est c'est un grand mot, mais comme tu dis, il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est pas nécessairement ouvertes. En fait, le truc, c'est qu'il y a des portes qui n'étaient pas là avant, et là, c'est comme, tu sais, il y a des jeux télévisés où tu as trois portes avec un point d'interrogation et tu as des cadeaux derrière, et moi, j'en suis à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il y a des portes où je ne sais pas ce qu'il y a derrière encore. Tu sais, je suis jeune, les opportunités, après, c'est aussi à long terme que ça s'ouvre. Donc, je sais pas encore ce que ça va m'apporter, mais je sais que certaines portes n'étaient pas là avant. Maintenant, la grosse porte qui s'ouvre, c'est de se dire, j'ai montré mon travail entre guillemets au monde entier, en tout cas au monde entier de la magie, et la porte qui s'ouvre, c'est ça. C'est que avant, concrètement, ce que je faisais, c'était visible, bon, par les Français. Là, je sais que j'ai un médiateur qui fait que ça va être visible plus loin. Donc c'est ça, la porte internationale qui s'ouvre. Et c'était ma manière de l'ouvrir. Après, je veux dire, dans une vie de magicien, il n'y a pas besoin de faire une FISM ni de la gagner. Pour ça, il y a plein de magiciens qui font des choses fantastiques. Ah, c'est pas la condition sine qua non, c'est une condition parmi d'autres. Tu peux faire une carrière 100 fois plus belle en l'ayant pas faite qu'un mec qui l'a fait. Enfin, vraiment, c'est, c'est un truc, voilà, c'est un choix. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que j'avais toujours voulu écrire un bouquin. Et je le faisais pas parce que je voulais quand même avoir un public plus grand. Donc là, je vais en faire un. C'est prévu. J'aimerais bien en faire un, notamment sur le process de comment j'ai préparé ça. Et c'est mon projet là, en termes de bouquin. Après, en termes de conférences, bah, j'aimerais bien en faire quoi à l'international. Donc c'est aussi ce qui va se passer. Il y aura aussi des présences à tu sais, des galas, des conventions, tout simplement. Voilà, au lieu que ça soit le gala de la FAP une fois par an, bah, ça sera des fois par-ci, des fois par-là, et l'occasion de montrer à des étrangers. Et au lieu de parler tout le temps français, bah, ça sera aussi en anglais, quoi. Donc, pour ma part, c'est ça. Les trucs, partage à l'international. Le partage avec les magiciens et après, dans le monde des prestats classiques, hein, professionnellement, ça fait une jolie carte de visite. Encore une fois, il peut très bien y en avoir des très jolies sans ça ou des même des plus belles. Maintenant, de mon côté, c'est celle que je voulais et c'est pas mal. Chouette. Ok. Eh ben, écoute, c'est top. Donc, préparation, écriture d'un livre actuellement, des conférences. Ben, ça, c'est vraiment très, très cool. Surtout si ça devient international, ça fait créer des belles opportunités de voyager, de rencontrer plein de monde partout et puis de partager. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, ok, merci pour tes futurs projets. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était un grand plaisir. On arrive à la fin déjà de notre échange. Déjà? Ouais, déjà à la fin de notre échange, est-ce que peut-être il y avait des sujets donc, que tu voulais aborder auxquels j'ai pas pensé? Il y en a sans doute beaucoup, mais bon, la vie est vaste, donc je pense qu'on est allé là où on devait aller, en tout cas sur cet entretien. Non, c'est plutôt à toi que je poserai la question. Est-ce qu'il y a quelque chose Moi, qui te revient? j'avais envie, j'aime bien la petite partie anecdote dans cette émission où chaque invité nous raconte un truc marrant qui lui est arrivé, bah, évidemment avec le contexte, dans le contexte de la magie, bien évidemment, mais tu sais, on en a tous. Regarde, le temps que tu réfléchis, je t'en raconte un pour moi. Si tu prépare-toi une petite anecdote. Un jour, je suis avec des potes devant un café, je fais disparaître une pièce de monnaie. Bon, la pièce disparaît, sauf qu'au moment où je la fais disparaître, je sens qu'elle m'est tombée des mains. Et je me dis, mais je l'ai pas entendu tomber par terre. Où elle est? Je sais pas où elle est. Donc les mecs, bon, bluffé, elle a disparu, génial. Moi aussi, je me dis, génial, elle a disparu, tu ne sauras jamais où elle est, parce que même moi, je sais pas où elle est. Et là, effectivement, on me dit, ouais, elle est où la pièce? Elle est où la pièce? Je dis, mais laisse tomber, mec, elle a disparu. Et en fait, je me déplace et la pièce était posée par terre sur la tranche. Et là, je peux te dire que ça a créé un moment assez exceptionnel. Par terre, sur la tranche. Donc, Comme ça, elle a dû glisser, tu vois, le long de ma jambe ou quelque chose comme ça.
a été posée par terre sur la tranche. Je peux te dire qu'au moment où j'ai dit, les gars, allez là, et quand elle est en équilibre là, ça crée un moment assez génial. Donc voilà, petite anecdote de Vince. Donc ouais, C'est si tu as un petit truc marrant comme ça à nous raconter, des fois, on a des super coups de bol, quoi. Bah écoute, je vais t'en dire deux, parce que il y en a une que j'ai pensé avant que tu me racontes la tienne, et une à laquelle ton anecdote me fait penser. C'était à Blackpool, c'était au Rushkin, le bar auquel tout le monde se rejoint, et il y avait un verre de, je sais plus quoi, un cocktail ou peut-être un Jägerbomb, je crois. Il y avait un Jägerbomb avec, je sais plus, un glaçon, un truc comme ça. Et j'avais pris la bague de quelqu'un et je l'avais fait disparaître. Et là, je vois, en même temps que je la fais disparaître, vraiment, je vois qu'il y a dans le glaçon, il y a une forme, je sais pas comment t'expliquer, mais la forme du glaçon faisait que il y avait un rond qui se traçait exactement du même diamètre que la bague, avec une espèce d'épaisseur. Enfin, en gros, c'était la bague, c'était vraiment. Du coup, j'ai fait comme ça, tac, et on voyait que la bague s'était téléportée dans le. C'était pas la bague, tu vois, mais Ouais, le moment qui a été vécu à ce moment-là, je sais plus qui était avec moi. Enfin, je t'avais dit, si, c'était Thibaut Finot, mon pote qui était avec moi. Bon, bref, c'était quelques secondes qui étaient formidables. C'était vraiment, enfin, si tu veux, la bague était comme ça, le rond était comme ça avait la même couleur, le même truc. C'était super drôle. Donc là, on incroyable. parle de la même taille d'objet que ta Ouais. pièce. Maintenant, une autre anecdote. Pour entrer dans l'équipe de France, il y avait une vidéo de sélection et un dossier. Donc, le dossier, je l'avais envoyé. Et la vidéo de sélection, bah, je l'avais faite, c'était minuit, j'étais en robe de chambre. Enfin, vraiment, j'étais naturellement en robe de chambre, quoi. Et j'avais pas préparé de truc, donc j'ai improvisé une connerie. Je fais une vidéo de 5 minutes, tu sais, je me suis laissé aller. Et c'est ça que j'ai envoyé comme vidéo de sélection et c'est avec celle-là qu'ils m'ont pris. Du coup, par la suite, j'ai, pour préparer mon numéro que j'avais fait au championnat de France, un des premiers, bah, j'avais juste re-regardé cette vidéo et essayé de faire, enfin, ce que j'avais improvisé, je l'ai refait dans le numéro, quoi. Mais de Ok. manière, cette fois, je l'ai bossé. Mais c'était drôle, le côté robe de chambre. Et du coup, cette robe de chambre, je l'ai gardée pour le championnat. Donc tout le monde me disait comment t'as eu l'idée, etc. À la base, c'était juste une vidéo faite à l'arrache et je suis resté sur ça, quoi. Et c'est vrai, tu sais que ça arrive relativement souvent, en fait, des moments de vie qui sont hyper naturels et qui créent un vrai changement, Et c'est rigolo parce que, bah, pour le coup, tu vois, c'est hyper nature. C'est-à-dire que bah, c'est toi, tu étais en robe de chambre, tu as envoyé le truc. Et peut-être que aussi, c'est un aspect que les gens ont kiffé. Ils se sont dit, bah, le gars, il est naturel, quoi. Tu vois, en fait, il y a un truc dans ton personnage. C'est que moi, je parle pour moi, hein. J'ai pas l'impression que ça soit un personnage. J'ai l'impression que c'est quand même hyper naturel, tu vois, que c'est pas un truc qui est joué, que c'est pas un truc qui est forcé, tu vois. Quand on se voyait ensemble et que je te voyais faire de la magie aux gens, je voyais pas de différence marquée entre ce que t'es quand on discute et le moment où tu fais de la magie, tu vois. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'avais pas l'impression que c'était un personnage. Donc, est-ce que toi, tu sais répondre à ce truc-là, quoi? Ouais. Si par personnage on entend modulation enfin, si on entend création de quelque chose, j'ai pas un personnage dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis un peu comme, enfin, je me retrouve dans les paroles de Tamariz. Lui dit que c'est lui-même. Je dirais pas que que c'est exactement moi-même, mais c'est ma personnalité que je module comme j'ai envie. Tu sais, c'est comme si t'as un tableau sur un logiciel de musique et tout, tu modifies ou d'image, l'ombre, le machin, saturation et tout. Et ça, devant les gens, je modifie comme j'ai envie. J'exagère un peu ou alors enfin, je module, mais c'est pas un personnage dans le sens où je ne joue pas théâtralement un personnage créé de toute pièce. Pas du tout. Pas comme une pièce de théâtre. Donc c'est de l'authentique modulé. Après bon, c'est pas non plus comme ça. Il y a des gens qui me disent c'était comme ça dans la rue, c'est pas entièrement vrai. Genre j'abuse quand même un peu quand je fais de la magie, mais j'abuse sur une base authentique quoi. Je suis pas très très bon en théâtre, je pense. Et comme tu dis, ces moments de vie, tu sais, les gens voient la robe de chambre, ça les a fait marrer à ce moment-là. Les gens se disent putain c'est bien et tout. Ils s'imaginent que tu joues bien un truc, mais en fait c'est parce que tu te joues toi quoi. Moi je trouve ça plus facile. Hmm. J'ai pas fait de conservatoire de théâtre, donc là où je suis le mieux, c'est pour jouer avec les paramètres que j'ai déjà
que j'ai déjà intégré en moi, quoi. Ok, cool. Bah, C'est écoute. un peu flou la réponse peut-être, Non, bah mais écoute, pour moi, elle est claire. Et puis, je pense que beaucoup de magiciens se retrouvent aussi là-dedans. Il y a effectivement quelques magiciens qui arrivent à jouer un personnage qui est dédié à leur art et puis qui sont complètement différents dans la vraie vie, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de magiciens qui ont une partie d'eux qui est exacerbée sur les prestations. Encore une fois, si je parle de mon cas, moi, c'est tout à fait le cas. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'écoute, qui prend très peu la parole. Je suis très dans l'écoute. Alors effectivement, quand je vais prendre la parole, je vais m'assurer que je raconte pas de conneries, que je sais de quoi je parle. Mais je suis plutôt réservé, bizarrement. Alors que quand je suis en prestation, j'active le mode communicant, tu vois. Et là, je vais raconter que des conneries tout le temps. Je vais être hyper ouvert, je vais être plus proche, plus tactile des gens. Alors que moi, je supporte pas qu'on me touche, tu vois. Enfin, tactile, toute proportion gardée, évidemment, mais je suis plus dans le contact avec les gens, autant que ça soit visuel, auditif, kinesthésique, je suis vraiment, vraiment avenant. Et pourtant, je suis pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Tout aussi bien que genre en presta, t'enchaînes des tours de ouf. Moi, avec ma famille et mes amis, je leur fais jamais de tour de magie, mais jamais. Donc, tu vois, il y a quand même là un gros contraste entre ce que je représente en prestation et mon côté naturel. Mais pourtant, c'est quand même naturel la manière dont j'agis. Je ne joue pas de rôle, c'est un exutoire. C'est le moment où, entre guillemets, je peux me défouler, je peux me lâcher et je peux me faire plaisir et faire plaisir aux gens. Donc, je pense qu'avec ce que tu nous racontes, tout ça pour dire ça, que je pense que beaucoup de magiciens doivent se reconnaître dans cette manière de jouer la magie, d'exacerber certains traits de caractère, certaines manières de faire et de les moduler, exactement comme tu nous disais. Ouais. ce que j'entends, dans ce que j'entends de ce que tu me dis, enfin, tu l'as bien dit, hein, mais c'est pas quelque chose que tu crées, c'est quelque chose que tu prends à l'intérieur de toi. Il est là. Tu sais, c'est compliqué quand même, l'esprit et le subconscient. C'est quelque chose que tu prends et que tu étales au moment où il faut l'étaler. Mais encore une fois, tu le joues pas, c'est pas du théâtre, tu joues pas d'Artagnan, et là, tu fais un truc et ça vient de toi. Et j'en profite quand même pour glisser une observation que je fais. Il y a beaucoup de gens qui se sentent pas bien dans la magie parce que c'est une phrase que j'ai souvent entendue en plusieurs années. C'est les mecs qui se disent, putain, j'ai pas encore trouvé mon personnage. J'ai pas encore, je suis à la recherche d'un personnage. J'espère que dans 5 10 ans, j'en aurai trouvé un. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Et ils sont vraiment pas bien. Et des fois, ils le trouveront jamais. Des fois, ils trouveront le mauvais, etc. Des fois, il suffit de, pardon. Des fois, c'est pas nécessaire de chercher si loin. À l'intérieur d'eux-mêmes, ces personnes, peut-être qu'elles ont déjà si elles prennent, comme tu dis, une partie d'elles-mêmes qu'elles exacerbent ou qu'elles modulent, il y a peut-être déjà le taf qui est fait. Les gens pensent ils ne suffisent pas pour faire de la magie. Enfin, pas obligé de créer un truc pour que ça soit bien, quoi. Des fois, il suffit de prendre sa personnalité, regarder comment la placer et ça suffit, quoi. Et ça me fait un peu mal au cœur parce que je vois qu'il y a des mecs qui sont pas bien à cause de ça et qu'ils attendent, ils se disent dans 10 ans, mais la magie, c'est tout de suite, c'est pas dans 10 ans. La Mm. magie, ça se vit dans le présent et il suffit d'être heureux, que les spectateurs soient heureux. Après, si tu as un personnage que tu as envie de faire, mais c'est une question d'envie, bah, c'est bien de le faire, mais il faut pas se forcer, il faut pas être là à se dire je le cherche à contre-cœur et parce que je ne suffis pas. C'est un Ouais. petit message qui me tenait à cœur. Si jamais ça, s'il y a une personne à qui ça parle, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Donc oui, c'est vrai, c'est un sujet complexe quand même c'est un sujet entre l'estime de soi, la confiance en soi, ce qu'on veut transmettre aux autres, le plaisir qu'on veut prendre quand on le joue, et l'envie aussi d'être un peu unique et original, puisque c'est quand même aussi une envie à chacun de ne pas vouloir faire de la magie de la même manière que la masse ou que quelqu'un d'autre même qu'on aurait vu. Tu vois, il y a quand même beaucoup de magiciens. Alors on est tous inspirés, qu'on soit bien d'accord, on est tous inspirés par des magiciens, c'est évident. Mais je pense que dans le mimétisme, il y a un moment où on a envie de, euh, de faire différemment. On n'a plus envie de copier ce qu'on a appris, et même les lines et les vannes et tout ça, hein. Il y a un moment, je pense qu'on n'a plus envie de copier, par exemple, Stone ou je dis n'importe qui, et qu'on a envie de mettre sa propre personnalité dedans. Et donc, dans cette recherche d'identité, bah, souvent, on a envie d'avoir un personnage et quelque chose d'unique, effectivement. Mais c'est une question complexe. C'est une question complexe. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu as tout résumé dans ta réponse là. Tu as dit des fois on a envie. Et
il faut que ça vienne d'une envie. C'est ça le truc. C'est que si tu as envie de faire Robin des Bois, si tu as envie d'être extravagant, c'est bien, tu vois. Si tu as envie d'avoir un personnage, c'est super. Mais si c'est pas de l'envie, si c'est de l'obligation, parce que tel magicien t'a dit qu'il faut avoir un personnage, etc., c'est là où je pense qu'il y a la mauvaise piste et c'est là où je pense que il y a de la tristesse. Euh, parce que c'est ça qui me fait mal au cœur. Tant qu'il y a de l'envie, tu vois, c'est la question à se poser. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis dans l'envie, dans mon chemin? Si c'est pas le cas, c'est là qu'il faut se reposer la question, je pense. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup. Merci pour tout. Échange très sympa avec de belles anecdotes et un petit peu de background. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime partager dans cette émission. On arrive au bout, donc j'en profite pour vous tous vous remercier de suivre cette émission. Les émissions se font rares en ce moment, effectivement. Il y a un petit peu de travail, il y a 2 enfants à la maison. Le planning devient un petit peu chargé, mais dès que j'en ai l'opportunité, avec grand plaisir de continuer de vous faire des émissions. Le podcast est bien sûr disponible en vidéo sur YouTube et également en format audio sur vos plateformes de podcast préférées. Normalement, c'est presque toutes sont disponibles. Vous cherchez Podcast des Illusions, vous allez nous trouver. Abonnez-vous sur au moins une plateforme audio, c'est très important parce qu'il y aura de temps en temps des épisodes qui seront exclusivement en audio. Ce seront surtout des épisodes que je ferai en solo où il n'y a pas forcément besoin de voir ma tête. Donc voilà, inscrivez-vous sur une plateforme audio, ça sera très bien. Si vous êtes sur iOS, sur Spotify, venez mettre une bonne note, c'est toujours bien pour le référencement. Partagez l'émission évidemment avec vos amis magiciens, ce sera une bonne manière de pousser l'émission. Vous avez aussi un Tipeee qui est disponible pour ceux qui veulent participer, ça sera très sympa. Merci beaucoup à tous. Et puis des fois, il y a aussi des jeux concours. D'ailleurs, Marc nous a proposé gentiment de partager des notes de conférence. Alors effectivement, les jeux concours sont exclusivement pour les membres Tipeee. Et puis, il y aura aussi du contenu exclusif. Marc Obi, merci encore. C'était un plaisir. Merci à toi, c'est gentil de m'avoir invité Avec grand plaisir. Je te sur souhaite une ce très podcast. belle journée. Merci. Merci Au à revoir toi. à tous. Bonne journée et à très bientôt. Ciao. À bientôt.